Savez-vous que le développement d'une Afrique solide et prospère passera systématiquement par la valorisation et la promotion de l'expertise de la diaspora pour la préservation de la bonne gouvernance? Salut, je suis Pablo Giscard Guissamba. Retrouvez-moi tous les lundis entre 17h et 18h heure de Paris pour un entretien exclusif avec un Africain qui se démarque. Ça sera dans le cadre de votre émission Bonne Gouvernance. L'Afrique d'une seule voix, enfin, une radio qui place l'expertise africaine au cœur du développement. Monsieur Vieira, bonjour. Bonjour. Présentez-vous, Monsieur Vieira. Écoutez, je suis Gildas Vieira, directeur général de l'Institut Renaudot, directeur général de la FRAPS, c'est la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé. Donc, je cumule les deux postes en santé publique, un poste régional, un poste national, voire international. Et puis, je suis également donc président d'un mouvement politique qui s'intitule La France Autrement et élu local au niveau de Blois. Ce qui me permet de cumuler pas mal d'autres activités en tant qu'enseignant, conférencier, chercheur également, puisque je suis docteur en santé publique. Et donc, ça fait plusieurs casquettes que j'essaye de mener en parallèle, puisque ça me permet en fait de pouvoir défendre le même objet, qui est de pouvoir réduire les inégalités sociales en santé. Vous êtes de quelle origine, bien que français? Alors, je suis d'origine congolaise, Congo-Brazzaville. Première question, pour entrer dans le sujet. Allons-y. Cette émission, le Journal des diasporas africaines, c'est le lieu de parler de votre diasporité, où que vous soyez dans le monde, car oui. Le monde, finalement, c'est l'Afrique. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Le monde, c'est l'Afrique. Alors, le monde ne peut pas se résumer à l'Afrique, mais il y a un véritable enjeu pour ce qui concerne l'Afrique. On a un continent qui est en devenir, l'un des continents, je pense, qui a un potentiel sous-exploité ou non exploité, avec un véritable vivier de jeunesse, de sous-sol, et un potentiel que le monde entier nous envie et que chacun exploite, et très peu les Africains eux-mêmes. Donc, c'est en cela qu'il y a véritablement un avenir ou des perspectives à réfléchir lorsqu'on parle d'Afrique. Moi, je travaille dans la réduction des inégalités sociales en santé, donc je vois bien tout le potentiel, même en santé publique, qu'il y a à exploiter ou à explorer dans les différents pays d'Afrique, parce que souvent, les gens parlent de l'Afrique comme si c'était un pays. C'est un continent, et un très grand continent. Et donc, l'idée, c'est pour nous, en tout cas, qui sommes de la diaspora, c'est de pouvoir, même de loin, toujours œuvrer pour ce continent, pour nos pays d'origine, mais pour le continent tout entier en particulier, et puis voir comment on peut être utile les uns et les autres. Donc, ça se traduit par des réseaux, de l'humanitaire, des conférences pour ce qui me concerne, et puis politiquement, par une affirmation de pas mal d'éléments que très peu de gens ont le courage de dire ou de faire. Donc, c'est ce qui fait un peu ma spécificité dans ce champ politique et sociologique plus largement. Vous avez été candidat à la dernière élection présidentielle. Oui, complètement. C'était une expérience enrichissante, un premier jet, j'ai envie de dire. C'était la première fois qu'une personne originaire d'Afrique subsaharienne se présentait à une élection présidentielle en France. Quand je dis la première fois, c'est de manière sérieuse, c'est-à-dire avoir obtenu des parrainages, avoir véritablement fait campagne, avoir fait des meetings, avoir été jusqu'en Afrique, faire des télés, faire véritablement campagne. Et puis se retrouver donc à défendre des valeurs, des idées. Et donc, je vous remercie, et Jenny, vous avez eu à m'inviter, et c'est avec grand plaisir qu'on a pu partager un véritable temps d'échange. Et puis voilà, ça fait partie des expériences qui permettent d'ouvrir la porte et de conscientiser également les plus jeunes ou les autres, peut-être plus âgés aussi, d'Afrique subsaharienne, qui sont français, de leur dire que vous êtes français, vous avez votre rôle aussi bien en France que dans un monde globalisé, dans les pays ou pour les pays d'Afrique, puisqu'on voit bien que lorsqu'on est président en France, il y a forcément un jeu France-Afrique ou Afrique-France qui se joue, et donc l'un ne peut pas aller sans l'autre, les enjeux sont trop importants pour pouvoir négliger cet aspect-là. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans cette émission.
L'actualité dont vous voulez nous parler aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde au Qatar. Oui, je voulais vous parler de la Coupe du Monde parce que on minimise parfois le fait sportif, mais finalement, le pain du peuple, que ce soit pour les plus pauvres ou les plus riches, ce qui nous rassemble, et moi qui suis un homme de paix, c'est parfois simplement des moments uniques qu'on peut vivre tous les 4 ans, des moments de Coupe du Monde. Donc ça rassemble évidemment tous les pays et tous les continents. Et puis il y a un certain chauvinisme quand même qui se fait à travers les identités. Donc quand on est congolais, on supporte le Congo. Malheureusement, le Congo n'est pas représenté. Quand on est français, on supporte la France. Quand on est argentin, en ce moment, on supporte l'Argentine. Et puis il y a eu un fait marquant, c'est que le Maroc, qui a priori représentait l'Afrique entièrement, s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Donc c'est un tremblement de terre dans le monde, dans le microcosme du football. Mais puisque le monde entier est tourné en ce moment vers cette Coupe du Monde, force est de constater que là également, on peut y voir des symboles. C'est que les peuples évoluent et se mettent à niveau. Donc c'est un symbole pour l'Afrique au niveau sportif, mais aussi peut-être dans ce qu'on est en train de défendre, nous, en politique, dans l'émancipation des peuples et le fait de pouvoir se retrouver au même niveau que les autres nations qui avaient pris de l'avance et de montrer qu'il y a eu une capacité réelle des pays africains. Au-delà d'envoyer des joueurs jouer en Europe, il y a aussi une mise à jour technique, tactique, et puis en termes de performance et d'infrastructure qui se développe et qui permet dans ce monde à ce que chacun puisse se mettre au même niveau et puisse être respecté de la même manière. Quand la France a joué contre le Maroc, quel était votre état d'esprit? J'étais divisé, mais c'était assez clair pour moi en fait. Je vais malheureusement me positionner de manière un peu atypique, mais ce qui m'intéressait, c'était pas forcément uniquement ce match-là. C'était déjà de voir un pays africain arrivé en demi-finale. Donc, moi, je suis pour les exploits. Donc, ça me paraissait déjà pas mal. Après, la France, on est connue pour être un grand pays du football, puisqu'on a gagné la Coupe du Monde. Et donc, se retrouver en finale, ça me paraissait bien aussi pour la France. Mais pour surprendre tout le monde, ou pas forcément, je suis moi-même un ancien footballeur professionnel, donc c'est pour ça que le sujet m'intéresse encore plus. Et le regard pour moi, en ce qui concerne le football, ne se situe pas seulement au niveau des enjeux. Donc politiquement, évidemment, je pourrais vous dire que c'est bien qu'il y ait un pays africain qui aille jusqu'en finale, ou alors c'est bien que la France puisse gagner la Coupe du Monde une deuxième fois, c'est un enjeu. Mais je suis un enfant du football et le beau jeu m'intéresse. Et aujourd'hui, sur l'ensemble de la Coupe du Monde, le beau jeu pour moi se situe au niveau de l'Argentine et de Messi. Et c'est pas une surprise. Je pense que plus de la moitié du monde aujourd'hui rêve de voir cet enfant soulever sa Coupe du Monde, sa dernière certainement, et donc pouvoir couronner une carrière bien remplie. Je trouve que cet enfant est béni des dieux. Il nous a apporté tellement de bonheur techniquement et même tactiquement en termes de vision de jeu, en termes de football pur. Et il soulève tellement de peuples, des gens qui meurent de faim souvent, qui n'ont rien d'autre et qui, lorsqu'ils le regardent jouer, oublient tous leurs problèmes. Des personnes, et même dans des pays qui sont les plus pauvres, sont capables de payer leur billet pour aller le voir et même pour aller jusqu'au Qatar pour le voir. Il n'y a qu'à voir comme les stades sont pleins de maillot numéro 10 de l'Argentine. Et donc ce bonheur, bien que momentané, qui est procuré à l'être humain, m'importe plus que les choix de pays et autres, arriver à ce stade. C'est pour ça que demi-finale ou finale, ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse, c'est de voir un Lionel Messi et cette Argentine aller au bout. On dit souvent que le football, c'est une aubaine pour les hommes politiques. Oui. Qu'en pensez-vous? Alors, une aubaine, c'est pas le mot. Ça permet une visibilité des hommes politiques. Je pense. Hein, on a la chance d'avoir un Georges Weah qui a fini par être président. Non, c'est pas une aubaine.
l'homme politique a besoin d'être visible. Donc, il va se ranger du côté où il va être le plus visible possible, puisque, en général, on ne vote pas pour quelqu'un qu'on ne voit pas. Et on vote pour quelqu'un qui rassemble. Et donc, comme le football rassemble, forcément, le président de la République ou l'homme politique a besoin de se ranger de ce côté-là. Moi, je fais un peu l'inverse, là, hein, puisque je ne vous dis pas que je suis pour la France et que je veux que la France gagne. Donc, je vais me faire taper dessus par beaucoup de gens. Mais bon, voilà, je me situe quand même sur quelque chose de vrai dans ma manière de faire de la politique et qui consiste à œuvrer pour les plus précaires et puis voir comment on peut réduire les inégalités et que tout le monde soit au même niveau et qu'on puisse avancer chacun avec de quoi manger dans son assiette. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse plus que le reste. Et c'est vrai que politiquement, du coup, là, vous avez raison. Et on a un monsieur Macron, par exemple, qui s'est retrouvé jusque dans les vestiaires à embrasser tous les joueurs. Bon, voilà, il y a quelque chose de vrai, mais il y a quelque chose de politique aussi. Il ne faut pas se leurrer, ça fait partie du jeu. Quel est le regard que vous jetez sur Kylian Mbappé, qui est quand même l'un des plus grands joueurs au monde? C'est un beau joueur. Aujourd'hui, sur les 4-5 joueurs les plus performants, on va citer Mbappé forcément. C'est lui qui court le plus vite, je pense. Il fait mal aux défenses, il est capable de marquer à tout moment. Maintenant, je pense qu'il a encore du chemin. Il sera certainement à l'avenir l'un des joueurs les plus titrés ou les plus capés. Mais aujourd'hui, il n'a pas un seul ballon d'or. Il a une Coupe du Monde, certes, mais il n'a pas une Coupe, la Ligue des Champions. Il a des statistiques, mais il peut pas gagner à lui tout seul. Donc, il lui faudra, à mon avis, dans son parcours, poursuivre sur cette lancée, gagner en humilité, se faire aimer au-delà des performances par son attitude et par aussi peut-être sa générosité. On voit que des joueurs comme Ronaldo ou Messi, c'est des gens qui, au-delà du terrain, ont su, parce qu'on sait tous que c'est des grands chefs d'entreprise, des millionnaires, voire même des milliardaires pour certains, c'est comment est-ce qu'ils rendent un petit peu aux plus précaires ce que Dieu leur a donné. Parce que ces dons-là, ils ne l'ont pas tout seuls. Et donc, c'est un peu ce que je regarde, moi, au-delà des footballeurs. Bonjour à tous. Je suis Natacha Bounet, 12 fois championne de France en Kung Fu Sanda, Muay Thai et K1. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Championnement Vôtre, où je serai votre coach tous les mercredis de 17h à 18h, heure de Paris. L'Afrique d'une seule voix, enfin, une radio qui vous aide à développer votre mental de championne et de champion. Présentez-vous, Monsieur Vieira. Écoutez, je suis Gildas Vieira, directeur général de l'Institut Renaudot, directeur général de la FRAPS, c'est la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé. Donc, je cumule les 2 postes en santé publique, un poste régional, un poste national, voire international. Et puis, je suis également donc président d'un mouvement politique qui s'intitule La France Autrement et élu local au niveau de Blois. Ce qui me permet de cumuler pas mal d'autres activités en tant qu'enseignant, conférencier, chercheur également, puisque je suis docteur en santé publique. Et donc, ça fait plusieurs casquettes que j'essaye de mener en parallèle, puisque ça me permet en fait de pouvoir défendre le même objet, qui est de pouvoir réduire les inégalités sociales en santé. On aime beaucoup Kylian Mbappé, qui est un symbole pour beaucoup de Français d'origine africaine. Mais on regarde aussi cette équipe de France de football qui est un peu le visage de la France, un visage que certains Français ne tolèrent pas, un visage qui fait parfois polémique. Oui, je me bats un petit peu pour ça aussi. Hein, si j'arrive à me présenter aux élections présidentielles ou aux élections au niveau local, vous voyez, c'est pas pour parler de moi, mais je suis le premier noir ici, je vis à Blois, à s'être présenté à des élections municipales à Blois et à composer une liste et à faire un score honorable puisque je suis au conseil municipal. Je suis également donc le premier noir à s'être présenté aux élections sénatoriales, départementales, régionales ici à Blois et donc présidentielles derrière. Mais l'idée, c'est pas juste de dire je suis le premier noir, c'est de dire comment est-ce qu'à travers ça, les plus jeunes prennent possession de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'on est tous français
et parfois on a peur d'être français. Vous voyez, j'ai été dans les quartiers nord de la ville, les quartiers prioritaires, et il y a des jeunes qui sont venus me voir en me disant moi aussi je veux devenir maire de Blois. Et l'autre, il lui dit non, 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 tu seras jamais maire de Blois. Les Noirs, tu sais, où c'est que tu as vu un Noir qui est maire de Blois, toi? Parce qu'on est dans une petite ville et que c'est une ville qui est encore, enfin une ville, 45 000 habitants à peu près, mais on a encore pas mal de freins sur les couleurs de peau et autres. Et donc cette émancipation passe par tout ce travail qu'on est en train de faire, et puis au niveau du football, naturellement, qu'on puisse voir aussi que ça reste pluriel. Maintenant, il ne faut pas qu'on nous enferme non plus, les personnes qui sont de couleur noire, au fait que nous sommes que des sportifs et des chanteurs. Parce que malheureusement, c'est le cliché. On est noir, on fait de la politique, ah non, on ne fait pas de politique, toi, tu es plutôt footballeur. Ou si tu réussis en politique, ah, on va te donner la délégation du sport ou la délégation de l'animation. Mais non. Non, il y a autre chose derrière toutes ces compétences que beaucoup d'Africains, en tout cas des personnes originaires d'Afrique noire, ont et qu'ils doivent mettre en valeur dans une société. Et dans une société où ils sont pleinement intégrés, pleinement français. Et donc ça passe par l'élan des plus courageux qui se lancent et puis que les autres puissent suivre parce que la France n'appartient à personne d'autre qu'à nous tous, c'est-à-dire aux personnes qui sont français et qui ont envie de changer les choses et d'œuvrer pour leur pays. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui parle de santé mentale chez nous. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui place l'expertise africaine au cœur du développement. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Le journal des diasporas africaines. Quand on est né en France, les questions peuvent paraître pittoresques, paradoxales, peut-être même énervantes, mais ça fait partie du jeu. Oui. Alors, vous avez quitté votre pays d'origine, qui est le Congo-Brazzaville, par choix, nécessité ou accident? Ni l'un ni l'autre, parce que mon papa est venu étudier ici par regroupement familial, sa famille est venue, donc moi avec. Donc c'est plus, donc c'est pas un choix, c'est pas un accident, c'est un fait de vie. Quand papa se retrouve à faire ses études en France, il fait venir sa femme et ses enfants, et donc je faisais partie de ces enfants qui sont arrivés. Vous aviez quel âge? J'avais 11 ou 12 ans. Alors justement, quand vous quittez le Congo-Brazzaville dans les bras de papa et que vous arrivez en France, quelle est votre première réaction? Qu'est-ce qui vous touche, vous émerveille, vous déconcerte? Alors ça c'est marrant parce que j'arrive à l'aéroport de Roissy en hiver 86 ou 87, je sais plus. Et la première chose c'est que il fait un froid de canard, quoi. Je sors, je suis pas assez couvert, et donc je découvre le froid de l'hiver en France. Et donc c'était une catastrophe. Bon, je me suis demandé où j'étais. Donc voilà ce qui m'a le plus frappé. Au-delà du reste, c'est la température. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre enfance au Congo-Brazzaville? Oui, et puis moi j'ai beaucoup de chance en fait. Je reste un enfant de l'Afrique parce que quelque temps après être venu, j'ai eu à repartir au Congo, notamment pour épauler ma grand-mère, mais aussi pour pouvoir jouer au football. Donc du coup, j'ai pu faire pas mal d'allers-retours, participer même à la campagne de la Coupe d'Afrique des Nations 2000. Voilà, j'étais en équipe nationale du Congo, donc j'ai acquis la double nationalité. Et donc cet aller-retour me permet en fait de pouvoir vivre l'Afrique pleinement, que ce soit le Congo ou les autres pays que j'ai eu à visiter à travers le football. Et donc c'est ce qui fait aussi la richesse de ma vie, parce que je suis entre deux continents, mais je ne suis pas perdu. Je sais exactement où je suis et qui je suis. Et donc, ça permet de pouvoir affronter la vie assez sereinement. Alors, justement, dans tous les pays africains que vous avez pu visiter, quelle est votre vision de l'Afrique? Est-ce que c'est toujours celle d'un continent dont les pays vivent
dans une extrême pauvreté, un paysage sombre, pas de perspective. Quel est votre regard justement sur tous ces pays africains que vous avez visités par le football? Alors, il y a eu le football, mais il y a eu aussi pour moi le fait de faire de l'humanitaire et de pouvoir créer des centres de formation ou des centres de soins plus récemment, aussi bien en Guinée, au Congo, au Sénégal notamment. Et donc, le fait de pouvoir travailler avec ces différents pays, c'est aussi offrir un autre regard. En termes de santé publique, j'ai aussi à aller travailler sur le volet soins. J'ai été durant la période Ebola, notamment en Guinée-Conakry. C'est vraiment avoir un regard transversal. On ne peut pas nier que nous sommes en Afrique dans un continent très pauvre. On peut masquer cette pauvreté avec des grandes villes qui se développent. Quand on va aujourd'hui au Sénégal, donc j'ai été durant la campagne présidentielle ou dans certains quartiers de Côte d'Ivoire, on peut se dire non mais on est en Europe ici. Mais dès qu'on rentre dans les bas-fonds et qu'on vit les difficultés des gens, on mesure le gap qu'on a à franchir pour pouvoir vivre ne serait-ce que correctement et avoir 3 repas par jour. Et donc, c'est tout ce travail-là qu'on doit faire. Et je vous parle pas du volet sanitaire. Hein. Lorsque vous êtes obligé de payer pour pouvoir être pris en soin, ou quand vous prend dans une brouette parce que vous venez d'avoir une crise cardiaque et le temps d'arriver à l'hôpital, vous êtes mort parce qu'on peut pas vous prendre en soin si vous n'avez pas payé. On a quand même ce gap-là avec un vrai travail au niveau des hôpitaux. Donc tout ça, on peut pas le nier. Parler en public, une véritable angoisse pour beaucoup d'entre nous. Pourtant, nous vivons dans un monde où exprimer ses idées avec force, efficacité et éloquence devient vital. Pas de panique, il suffit d'avoir les bons outils. Je suis Charlène Angota, avocate au barreau de Lyon, chargée de la rubrique Parlons peu, parlons mieux. Retrouvez-moi chaque mercredi matin en compagnie d'Eugénie Dieki dans la matinale Bon Matin Diaspora de 6h à 10h. L'Afrique d'une seule voix. Enfin une radio qui fait de vous des orateurs hors pair. Maintenant, on a un vrai potentiel dans ces pays-là qu'il faut savoir exploiter. Quand j'ai fait mes études, j'ai fait des études d'économie dans un premier temps avant de faire des études de santé publique. Sur ces études d'économie, les mémoires que j'avais à faire, j'évoquais la question, par exemple, du franc CFA ou de la monnaie africaine ou même de l'économie africaine comme étant quelque chose d'insurmontable et qu'on allait droit dans le mur et que de toute façon on se relèverait pas. Aujourd'hui, après réflexion, évidemment que je ne peux plus penser de cette manière-là. On a raté le coche en ne passant pas à une autre monnaie que le franc CFA. On rate le coche en mesurant les enjeux économiques et que ça serait compliqué que ces pays puissent gagner complètement en autonomie par rapport à des pays européens. Donc il y a là de véritables enjeux qui font que, comme les 4 dragons, donc Corée du Nord, Singapour, etc., il y a eu un développement rapide en 50 ans. Je pense que l'Afrique qui se reprend en main, en 50 ans, elle est capable de se développer très grandement. Donc c'est tout le chantier qu'il y a à faire avec un boulevard devant ce continent pour pouvoir gagner économiquement. On voit déjà qu'au niveau bancaire, le taux de croissance est très élevé, avec des taux plutôt élevés, donc qui permettent de pouvoir mesurer un espoir futur sur le volet bancaire. Et si ça vaut sur le volet bancaire, ça doit valoir sur les autres sources d'économie. Donc j'ai eu à écrire plusieurs livres de ce type, liés notamment à la partie économique, dont un livre qui s'intitule « Africa, mon amour, les systèmes bancaires dans les pays de la zone franc ». Et donc, ça permet de pouvoir mesurer cet espoir à venir pour ces pays au niveau économique, mais ça dépend de plusieurs facteurs et de plusieurs enjeux qu'on a à travailler. Je suis Olivier Segaud, expert en management de l'innovation. Je reçois un chef d'entreprise qui nous parle de son parcours et partage avec nous les clés de succès qui ont fait la réussite de son projet. Nous allons décortiquer ensemble son entreprise au regard des standards internationaux. Vous aussi, vous avez un projet d'entreprise. Venez partager avec ceux qui ont déjà réussi leur projet. C'est tous les mardis de 17h à 18h dans Itinéraire Business. L'Afrique d'une seule voix, enfin une radio qui parle de nos
Sego. Alors justement, sur le plan de la santé en Afrique, c'est un vrai sujet douloureux de ces hôpitaux parfois très modernes, mais qui ne manquent pas forcément de personnel qualifié, mais qui ne fonctionnent pas dans les conditions optimum, ce qui fait que effectivement beaucoup de populations se retrouvent même parfois emprisonnées à l'hôpital, prises en otage dans les hôpitaux parce que elles ne sont pas capables de payer les soins de santé. J'ai vu un documentaire là-dessus, une femme est restée 1 an dans un hôpital parce qu'elle n'arrivait pas à payer les frais liés à son accouchement. Comment expliquer ça? C'est dramatique, hein. Comment expliquer ça? La pauvreté, l'appât du gain, la corruption, puis le manque peut-être de législation sur des droits de l'homme, entre guillemets, à respecter. Beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis souvent il y a tout un système à refonder ou à refondre, et ça doit passer par, à mon sens, une remise en cause des dirigeants, très clairement, des dirigeants, et de leur capacité à pouvoir gérer ces pays. On ne peut pas gérer un pays. Alors, moi, je suis beaucoup dans l'empathie, donc, mais peut-être lié à mon métier. Si on n'a pas quelques valeurs très humaines et qu'on est que dans le jeu politique, dans l'affrontement, je ne dis pas qu'il faut pas ça. L'être humain a besoin de s'affronter pour arriver au pouvoir. Mais s'il n'y a pas un maximum, une fois qu'on arrive, d'humanité pour pouvoir penser aux gens qui souffrent le plus et pouvoir soigner, se dire que la santé, c'est la vie. C'est pour ça que je me focus vraiment sur le volet santé. Je vois pas comment on peut diriger un pays sans avoir cet élan-là. Et c'est en ça que je me bats. Je pense vraiment que dans ces pays africains, si on doit faire quelque chose, c'est permettre à des gens comme nous, et là je lance un appel à tous les dirigeants africains qui le souhaitent. Moi, ça ne me dérange absolument pas de dire et de faire ce que je dis, puisque je fais des conférences en Afrique sur la santé. J'essaye d'être au plus près des gens qui sont en difficulté, que ce soit à Blois ou ailleurs. Je ne peux pas supporter qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue. Donc, que ce soit en France comme en Afrique, je trouve qu'il y a cette humanité qui manque beaucoup. Et l'appel que je peux lancer aux présidents africains ou aux dirigeants, c'est de ne pas créer forcément leurs hôpitaux où ils vont pouvoir se faire soigner correctement dans leur pays, mais de commencer à pouvoir conscientiser qu'on est dans un monde qui évolue et qu'il y a des compétences. Il y a des compétences en Afrique, il y a des compétences également des personnes de la diaspora comme nous, qui sont en capacité d'apporter un vrai savoir-être et un savoir-faire au niveau de nos hôpitaux là-bas, ou même de la construction et du management des hôpitaux dans les pays africains. Donc on est tout à fait disponible. Ce n'est pas un frein pour nous de venir. Il suffit de nous proposer des choses et de faire en sorte qu'on puisse venir les réaliser. Moi, je travaille comme directeur général de l'Institut Renaudot. À l'Institut Renaudot, on a un groupe Afrique, donc un groupe francophone, notamment, donc Afrique, mais également québécois, belges, etc. Et on a des conférences avec des personnes qui sont de Côte d'Ivoire, du Congo, de Mali, de Guinée, etc. Et l'idée pour nous, c'est de faire avancer les choses. Mais on ne peut pas faire avancer les choses sans qu'il y ait une volonté étatique, sans qu'il y ait une volonté du président de ces pays et des ministres, et sans qu'ils puissent nous dire, bon, bah, OK, venez, c'est pas juste la Banque mondiale qui vous donne des financements, etc., mais on a un vrai projet santé et on a besoin de vous pour pouvoir revenir travailler pour ça. Mais c'est en ça qu'on va développer l'Afrique. C'est une piste parmi d'autres. Mais vous avez des bonnes volontés qui ne sont pas là pour aller, excusez-moi l'expression, bouffer l'argent du pays, comme on dit souvent. Ça nous intéresse pas puisqu'on a déjà de l'argent ici pour vivre et on est déjà bien inséré dans ces sociétés avec des postes importants. Mais donnez-nous la possibilité de faire correctement notre part, comme j'aime dire, notre part pour l'Afrique. Mais ça dépend de vous aussi. Et donc là, c'est pas politique, là, il n'y a rien du poids France-Afrique, on s'en fout. C'est l'être humain qui est là. Et comment est-ce que vous ouvrez les portes pour qu'on puisse travailler correctement? Monsieur Vieira, est-ce que vous considérez jouer un rôle important ici, dans votre pays qu'est la France, mais en direction de votre pays d'origine, le Congo-Brazzaville? Pas assez.
j'ai pas les moyens qui me permettraient de faire beaucoup plus. Je voudrais faire beaucoup plus. Pour ceux qui me connaissent de près, je suis un homme engagé, très engagé, et je suis même un homme qui met sa vie personnelle de côté pour pouvoir aller au plus près des gens ou remplir sa part, comme je dis. Vous savez, c'est la fable du colibri, et moi j'ai à faire ma part, parce que je pense que Dieu nous a, c'est mon côté chrétien, donc pardonnez-moi de parler de Dieu pour ceux qui ne croient pas, mais en tout cas, Dieu nous a envoyés sur terre pour faire, pour une mission. Moi, je pense que j'ai une part à faire pour pouvoir aider l'humanité. Je le dis de manière très réfléchie. C'est pour ça que je me présente à des élections type présidentielle. C'est pour ça que je fais de l'humanitaire depuis une vingtaine d'années. C'est pour ça que je suis dans le monde de la santé. C'est pour ça que je suis élu à Blois et que je réveille mes élus dès qu'il y a une maison de retraite où on maltraite les personnes âgées ou qu'il y a des gens dans la rue dans cette ville. C'est pour ça que je vais au Congo aider les orphelinats, notamment l'orphelinat Bethany, ou en Guinée de la même manière sur le volet santé durant Ebola, etc. Donc je prends des risques. Et malheureusement, on vit quand même, le principe de réalité, c'est qu'on vit dans des pays où lorsque vous n'avez pas l'aval de vos chefs d'État ou de vos gouvernants, il est très compliqué de pouvoir agir. Et souvent, les gens ont l'impression que vous venez pour leur piquer leur place, sans même mesurer que vous avez déjà une situation ailleurs et que vous n'êtes pas là pour pouvoir faire à la place d'eux, mais pour pouvoir aider à ce que les choses se fassent mieux. Et donc, c'est tous ces freins, ces élans de mentalité à faire évoluer, et puis de l'ouverture d'esprit peut-être de certains gouvernants qu'il faut faire évoluer pour se dire que bon, ok, il y a des choses qui peuvent se réaliser. Moi, aujourd'hui, je suis franco-congolais. J'ai la nationalité française, mais aussi congolaise. Donc, si le chef d'État du Congo m'ouvre les portes pour pouvoir agir, j'agirai. Si Monsieur Macron m'ouvre les portes un peu plus encore pour pouvoir agir en France, j'agirai encore plus. Et à chaque fois qu'on m'a ouvert une porte, et c'est le cas aujourd'hui, en tout cas, souvent, je vais vous dire la vérité, on ne me les ouvre pas, je les enfonce. Donc, je vais les voir, je les embête, je montre mes compétences et ça fait foi et on finit par travailler. Mais il y a quand même une volonté de leur part qui est ceux qui sont au sommet de pouvoir dire, bon, bah, ok, il a un vrai projet, il veut changer les choses, il est désintéressé, il est même prêt, comme je dis, à mettre sa main à couper si jamais il ne réalisait pas ou si il bouffait de l'argent, puisque c'est ce qui fait peur aux gens. Voilà, c'est une volonté politique. Et donc, à partir de là, pour nous, c'est compliqué. Mais ça ne nous empêche pas, à notre niveau, par rapport à nos capacités, de pouvoir faire notre part. Donc, en tant que président, je ne l'ai pas dit cette cassette-là, mais en tant que président de l'École de l'Espoir, donc l'ONG humanitaire, bah, on a des succursales au Congo, en Guinée et au Sénégal, et on fait notre part. Donc, on essaye d'aider du mieux qu'on peut. On fait avancer un petit peu à notre niveau par rapport à nos possibilités. On fait avancer les choses. Ouvrons justement une fenêtre sur votre campagne présidentielle. Vous êtes donc président d'un parti politique qui s'appelle La France Autrement. Expliquez-nous à quel moment vous décidez d'être candidat, tout le processus, les obstacles à franchir. Expliquez-nous en fait comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu et si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Oui, je vais vous dire ça rapidement. L'idée, c'est pas d'emboliser beaucoup de temps, mais d'être le plus pragmatique. Je ne me serais pas lancé à la présidence de la République si je n'avais pas plus de 5 ans de politique derrière moi. Et c'était le cas, puisque j'ai été maire adjoint à la vie associative pendant 6 ans. Donc, en fait, je suis élu à la ville de Blois depuis 9 ans. Donc, je suis un élu de la République depuis 9 ans. Maire adjoint à la vie associative, c'est gagner de l'expérience dans la gestion d'une ville, c'est aussi gagner de l'expérience dans la gestion associative. Je suis élu communautaire également depuis 9 ans. Donc, c'est tout un travail au niveau de la collectivité de manière plus large avec plusieurs villes aujourd'hui autour de la région centre de la France, pour lequel j'ai à travailler donc depuis 9 ans. J'ai également à mon actif donc la présidence de ce mouvement, mais avant la présidence de ce mouvement, j'ai eu à suivre de très près, puisque j'étais proche du parti présidentiel, la campagne de Monsieur Macron. Donc tout ça, c'est une phase d'apprentissage
qui m'emmène après, lorsque je suis président, donc il y a 5-6 ans maintenant de la France autrement, à pouvoir lancer des campagnes municipales comme tête de liste qui me permettent de devenir élu, puisque la campagne, je n'ai pas été élu maire, mais le score que j'ai fait me permet de continuer à être dans le conseil municipal et le conseil communautaire ici. J'ai pu faire des campagnes régionales, départementales, etc. Donc, toutes ces campagnes, et même sénatoriales avec un très bon score, toutes ces campagnes permettent de se positionner et de créer un réseau national. Donc, un réseau national qui est resté pour moi, et c'est cette spécificité que j'ai par rapport à d'autres, c'est que notre mouvement est un mouvement citoyen, en dehors des partis politiques. Malheureusement, les esprits en France ne sont pas encore prêts à voter en dehors des partis. On vote à gauche, on vote à droite, mais on vote Front National, Rassemblement National, LR ou PS, etc. Ou les Verts. Mais on vote très rarement pour ceux qui n'ont pas d'étiquette politique. Ce qui fait qu'on a encore à travailler et la voix populaire, c'est une voix qui préfère ne pas voter pour protester que de voter pour une personne. C'est ça notre frein. Et on pense que l'avenir en France, malheureusement ou heureusement, peut être sombre et va permettre qu'il y ait des citoyens comme moi qui sont déjà pas formatés, mais bien intégrés et qui connaissent bien les fonctionnements de la législation, des partis politiques, des élections, de pouvoir gagner en crédibilité vis-à-vis des Français qui se rendront rapidement compte que nous, on fait pas de la politique politicienne, mais on fait une politique qui permet de pouvoir réduire véritablement les inégalités sociales et d'être au plus près des citoyens. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Le journal des diasporas africaines. Qu'est-ce qui a été le plus dur pendant cette dernière campagne présidentielle pour vous? Le plus dur, c'est de mesurer encore plus qu'avant la campagne un système qui est verrouillé. Ça veut dire que des gens comme nous, déjà faut avoir 500 parrainages, même pour avoir les parrainages, vous avez des maires qui n'osent pas parce qu'il y a un jeu politique tel au niveau des partis politiques que c'est très compliqué de pouvoir donner ces parrainages à une personne. Et derrière ça, il y a le volet financier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas millionnaire, je dirais même bien millionnaire, vous ne pouvez pas faire une campagne électorale en France. Si votre parti n'est pas blindé, vous ne pouvez pas faire une campagne électorale en France. Donc, vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais c'est la réalité, c'est cette réalité-là. C'est ce qui est difficile. Après, au-delà de ça, moi, j'ai une énergie folle. Donc, mon quotidien, sincèrement, même le week-end, je travaille. Mais parce que ça me plaît, j'ai besoin d'être actif. Donc, du coup, aller en Afrique, comme je l'ai fait, faire une campagne, faire passer des messages un peu partout, faire des radios, des télés, des débats, remplir 2-3 salles, même à mon niveau, ça me va, quoi. C'était un plaisir de pouvoir partager des idées et pouvoir essayer de développer des choses et faire comprendre à certains que tout est possible, même à un certain niveau. Et au niveau de notre communauté, est-ce que vous avez eu des soutiens, de l'encouragement? Est-ce que on vous a dit, mais tu es noir, tu peux pas? Qu'est-ce qu'on vous a dit? J'ai eu les deux, mais j'ai eu quand même beaucoup de soutien. C'est ce qui est formidable chez nous, les personnes d'Afrique subsaharienne, notamment, ou même des îles. Ce qui est formidable, c'est que on a une vraie croyance que tout est possible. Vous voyez, j'ai été en Afrique avec nos réalités. J'ai des gens de prière ou d'église ou même de réflexion simplement, des gens qui ont un peu de pouvoir et qui m'ont dit que c'était possible. Donc, ils m'ont pas fermé les portes. Alors, ça n'a pas été vrai puisque je suis pas président aujourd'hui. Mais
cette ouverture dans les croyances. Je vais vous donner quelques anecdotes, vous allez apprécier, et ceux qui nous écoutent aussi. J'ai été au Congo, dans un village proche de Pointe-Noire, où j'ai rencontré donc la personne qui voit, parce qu'on a des gens qui voient chez nous, qui m'a vu comme quelqu'un qui allait diriger. Alors, est-ce qu'il m'a vu plus tard que maintenant? Dans tous les cas, il a vu, il a prié pour moi, etc. Et il a vu des choses. Donc, il m'a confié ça vraiment aux mains de Dieu, et il m'a dit non, franchement, là, il y a vous, vraiment avec le cœur et ce que je vois là, vous allez très loin, ça va se passer. J'ai été au Sénégal. Au Sénégal, je rencontre non, c'était pas au Sénégal. Au Sénégal, j'ai rencontré une autre personne, pareil, hein, qui prie beaucoup, mais en Guinée, une personne où on a vécu des choses un peu extraordinaires. Il voulait tuer un bœuf pour moi. Et donc, le bœuf m'a regardé, le bœuf s'est mis à trembler. Il n'y a que dans nos pays où on voit des choses comme ça. On voit des choses comme ça. Voilà. Et véridique, puisque j'étais en face du bœuf. Donc, le bœuf blanc s'est mis à trembler, à secouer partout, ce qu'il ne faisait pas avec les autres. Et donc, ils lui ont coupé la tête, etc., pour sacrifice. Et les gens de prière musulmanes se sont mis à prier également sur tout ça. Donc, vous voyez, chez nous, on allie toujours le réel et l'irréel pour pouvoir aller au bout de nos aventures. Comme j'aime leur dire, moi, tant que on ne rentre pas dans le mystique, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut aller dans ces choses-là, tant qu'on est dans la route qui est tracée pour chacun, on peut avancer sereinement. Donc, oui. Voilà. En même temps, c'est vrai que c'est propre à nos cultures, à notre culture, mais ça me fait penser à un certain Martin Luther King. J'ai fait un rêve et tout le cheminement qui a fait arriver un homme nègre, Obama, au pouvoir. Donc, ça se prépare, tout ça. C'est long, le chemin est long, et peut-être qu'ils ont raison, peut-être que la vision est réelle, mais maintenant, c'est la question du temps. C'est ça. Et puis, ça sera peut-être pas moi, mais on aura ouvert les portes au prochain, quoi, qui va essayer. Au moins, il pourra se dire, est-ce qu'il y a eu quelqu'un, est-ce qu'il peut me donner quelques conseils, ou est-ce qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir, et je serai ravi de l'aider à ce moment-là. Mais il faut des gens qui essuient les plâtres. Donc, nous, on est là pour avoir fait ces premières expériences et mesurer les difficultés, les élans, etc. Ouais. Donc voilà. Après, au-delà de la couleur de peau, c'est la volonté de faire bouger les choses, hein, parce que moi, je vais vous dire clairement, un blanc qui a envie d'aider plus l'Afrique qu'un noir qui a envie de bouffer de l'argent et d'être président en France. Moi, c'est pas mon souci, ça. Ouais. Donc après, c'est très clair. Hein. Au-delà de la couleur de peau, c'est est-ce qu'on a envie de changer le monde, quoi, ouais. et que les gens vivent mieux. Pendant votre campagne, vous avez été au Congo-Brazzaville? Oui. D'accord. Le plus cocasse j'aurais bien voulu entrer dans la tête de président du Congo, M. Sassou Nguesso. Comment il vous voit? C'est-à-dire, M. Sassou Nguesso est le président du Congo-Brazzaville, et vous avez une velléité d'être président, enfin noir, hein, d'être président de la France. C'est assez cocasse, c'est assez symbolique. Comment vous voyez cette situation? Je vais vous dire les choses telles que je le pense, et je pense que ça peut secouer notre président Sassou Nguesso, et comme ça a pu secouer M. Macron, qui me connaît par ailleurs. Je pense qu'avec le travail que j'ai fait pour lui lors de la première mandature, et M. Sassou Nguesso, qui a dû bien entendre parler de moi lorsque je suis arrivé au Congo, puisque je suis arrivé en grande pompe avec passage aux 20h à la télé, avec des paroles fortes sur le franc CFA, etc. L'endettement, des choses qui ne se disent pas et qui ont dû faire trembler quelques ministres et même l'Assemblée nationale qui sont venus me rencontrer. Et voilà, j'ai eu des liens indirectement avec la famille du président, donc je sais qu'il était bien au courant de ma venue et de ce que j'ai eu à dire. Vous n'avez pas souhaité le rencontrer? J'ai souhaité le rencontrer, mais il ne m'a pas ouvert la porte officiellement. Donc, du coup, je ne l'ai pas rencontré. Donc, du coup, j'ai pu rencontrer quand même le vice-président.
voilà, j'ai rencontré le vice-président de l'Assemblée nationale du Congo, j'ai rencontré certains ministres qui m'ont accompagné dans ce que j'avais à faire. Donc voilà, l'idée, c'est de rassurer aussi les gens de nos pays qu'on n'est pas là pour créer du trouble, on est là pour pouvoir faire bouger les choses et on a besoin de leur soutien pour ça également. Et on sait bien qu'il y a des jeux de la France-Afrique qui nous dépassent et les enjeux économiques notamment sont tellement importants qu'on marche parfois sur les œufs. Beaucoup sont décédés malheureusement, malencontreusement, comme on aime dire, Oui. À cause de leur immersion ou immiscion dans ces affaires-là. Dans ce que vous dites, j'ai retenu le mot répercussion. On va imaginer que vous êtes président de la France, donc un franco-congolais président de la France. Mm-hmm. Ça changerait forcément la relation France-Afrique et Ouais. ça bousculerait beaucoup de choses en Afrique. Et Ah ça, oui, oui. ça va arriver un jour. Ce scénario va arriver un jour. Ça arrivera. Si c'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre. Ça arrivera. Ça fait partie du cours des choses. On le voit bien, hein, le métissage se fait de plus en plus en France. Lors de ma campagne présidentielle, si vous ne pouvez pas imaginer les réseaux France-Afrique qui se sont mis derrière moi pour pouvoir avancer. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes issues d'Afrique subsaharienne qui ont trouvé peut-être en moi une opportunité de pouvoir faire bouger les lignes et de vivre mieux. Donc tout ce bruit populaire qui gronde tout doucement à un moment ou à un autre, c'est le cours des choses. Il sera plus nombreux et il finira par arriver au pouvoir. Et ce que je souhaite de cet homme qui arrive au pouvoir, c'est le fameux Martin Luther King, qui était un pasteur, appelons-le, Oui. en 68, donc avec I Have a Dream. Tout ce que je souhaite, c'est que cet homme qui arrivera au pouvoir n'arrive pas au pouvoir avec de la rancœur, mais arrive au pouvoir avec la paix et la volonté simplement de faire bouger les choses. La valorisation et la promotion de la femme, c'est mon dada. Je m'appelle Amina Nsenga. Je serai votre hôte du lundi au vendredi dans Time is Woman. Une émission qui parle de la femme dans toutes ses déclinaisons. Venez découvrir les portraits des femmes d'Afrique qui, comme moi, cultivent l'adage. Quelles que soient les difficultés, il n'y a pas d'échec, que des opportunités. Je vous donne donc rendez-vous sur les ondes de l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui porte fièrement toutes les femmes. Monsieur Vieira, est-ce que on va imaginer si vous deviez rentrer définitivement au Congo-Brazzaville, c'est un rêve, hein, c'est un rêve, on va dire, c'est pas possible, enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous ramèneriez au Congo avec vous? Qu'est-ce que je ramènerai avec moi? Oui. Bon, je vais rassurer déjà nos dirigeants au Congo parce que sinon, si la prochaine fois qu'ils me voient aller là-bas, ils vont croire que je suis en train d'arriver pour donc je ne rentre pas au Congo, j'ai ma vie ici et ma vie politique ici. Par contre, je vais souvent aider l'Afrique et me positionner comme quelqu'un qui fait surtout de l'humanitaire que quelqu'un qui veut prendre la place de quelqu'un là-bas. Par contre, si je dois rentrer au Congo, je sais pas si j'emmènerai quelque chose à part ce que je suis, mais en tout cas, j'emmènerai un vrai projet de santé publique qui permettrait à nos gouvernants de pouvoir au moins mettre le paquet sur la vie des gens. C'est un projet que j'emmènerai, que j'ai par ailleurs déjà réfléchi, puisque moi je réfléchis beaucoup, notamment en phase projet, puisque je suis dirigeant de deux structures de santé publique. Et donc, lorsqu'on travaille comme directeur général, au-delà de la gestion des hommes, c'est la vision projet que vous avez. Donc, avoir un coup d'avance en termes de vision projet pour pouvoir faire bouger les choses. Et dans les pays africains, en tout cas, si j'allais au Congo, ça serait d'avoir une vision d'une réforme globale de la politique de santé. Quel message, et c'est ma dernière question, quel message pour
les diasporas dans le monde. Hein. Cette radio a été créée pour les diasporas dans le monde, pour les afro-descendants. Donc, quel message pour ces populations-là? Quel message pour l'Afrique aussi et pour la France, votre pays? Le message, ça reste un message de paix. De paix et de faire sa part. On est dans un monde globalisé qui est en train de changer et d'évoluer. On a les prémices du changement, que ce soit dans les relations France, Afrique, Russie, Chine. On voit bien que ce monde se globalise. Et la Coupe du Monde, dont on a parlé de manière anecdotique, on est la preuve avec des avancées qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Mais pour pouvoir franchir un cap et ne pas attendre que nous autres, qui sommes plutôt jeunes, mourons avant que les choses changent, il faut une volonté de chacun de nous, aussi bien au niveau de la diaspora que de la France, c'est-à-dire avoir conscience qu'il y a des personnes de qualité, de grande qualité. Moi, j'en ai rencontré beaucoup. Des gens qui se battent pour l'Afrique, mais pas contre l'Europe, ni contre la France. J'en ai rencontré beaucoup, notamment au Sénégal, où ils m'ont reçu en disant que nous, on veut que les Africains se prennent en charge et arrêtent de taper sur la France, alors que on a, lorsqu'on est en responsabilité ici, des personnes qui sont aussi en responsabilité, qui sont parfois ministres ou à l'Assemblée nationale, et qui vous disent on a tout ici pour bien travailler nous-mêmes. Mais malheureusement, on vit dans un pays où il faudrait beaucoup plus de gens comme ça, qui aient cette conscience qu'on est en capacité de faire, et que ces personnes qui font puissent non seulement chercher, non pas chercher à faire des coups d'État ou à semer le trouble, mais à pouvoir construire pour le bien vivre de leur pays et de l'humanité en général. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, Monsieur Gildas Vieira, d'avoir accepté cet entretien dans le journal des diasporas africaines. Merci, Eugénie, de m'avoir permis de cette expression libre et riche. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix.